Bien, donc l'université aujourd'hui, l'enseignement supérieur et la recherche en général, subissent des modifications fondamentales dans l'ensemble du monde occidental au moins, même dans l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins de ces modifications, avec déjà des transformations importantes qui ont eu lieu, et puis une transformation qui est à venir, qui porte sur les droits d'inscription, qui est une question majeure, qui est certainement la prochaine offensive qui sera menée en direction des universités. Donc très souvent, en fait, après un mouvement social, on fait un livre. L'intérêt un peu du livre qui vous est présenté, c'est que c'est au fond le livre avant le mouvement social, qui est destiné en fait à présenter un argumentaire sur une question majeure d'un étude de classe pour la jeunesse aujourd'hui qui va se poser demain, qui est la question donc, des droits d'inscription. Donc est présent aujourd'hui un des auteurs, c'est un petit livre d'un collectif, Arrêtons les frais, qui est Hugo Paletta, qui est un camarade du NPA et qui par ailleurs est enseignant-chercheur à Lille, et qui donc est l'auteur, l'un des auteurs de cet ouvrage et donc à qui je cède la parole. Merci. Alors, en guise d'introduction à mon propos, je voudrais vous lire une excellente citation que vous connaissez peut-être. La plupart des universités n'ont pas la culture d'un centre de coûts. Or, si on est autonome, si on gère son budget, on est un centre de coûts et un centre de profit. Il faut qu'elles acquièrent cette culture, il faut savoir formater une offre et faire payer les factures et ne pas considérer lorsqu'on fait une prestation pour l'hôpital ou le CNRS, elle doit être gratuite parce qu'on fait partie du service public. Alors, c'est pas une citation du bouquin, je pense que vous l'aurez compris. Pour notre compte, le seul profit qu'on espère de ce livre, c'est un profit de démystification d'arguments fallacieux, d'arguments néolibéraux, et un autre profit de politisation d'une question qui apparaît souvent comme une question technique, et qui est en vérité une question proprement politique. Alors l'auteur de cette déclaration sur l'université qui devrait fonctionner et avoir la culture d'un centre de coûts et d'un centre de profit, c'est Geneviève Fioraso, qui était ministre puis secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche d'un gouvernement de gauche. J'imagine que vous mettrez beaucoup de guillemets autour de ce mot. Alors c'est une déclaration qui a été faite au journal Les Échos en janvier 2014 et qui traduit assez parfaitement, et je pense que du coup on n'a pas donné assez d'importance à cette déclaration, la conception néolibérale de l'enseignement supérieur et plus largement de l'éducation qui est partagée très globalement par les élites politiques de droite et de gauche. Bon, il y a d'autres questions, même la plupart aujourd'hui, quasiment la totalité en réalité des domaines, des questions sur lesquelles on trouve un consensus. Alors, je sais pas, par exemple sur les questions de sécurité, on a vu avec Laurent Mukeli à quel point le lobby sécuritaire avait gagné du côté de la gauche réformiste et du centre-gauche, du Parti socialiste, et évidemment à droite. Alors ça se marque tout simplement dans un fait précis, historique, à savoir déjà que le processus de marchandisation de l'enseignement supérieur en France et en Europe, on peut le situer. Le début, c'est la déclaration de la Sorbonne en 98, à l'initiative à l'époque du gouvernement Jospin, et du ministre de l'Éducation de l'époque, qui était Allègre, et qui a donné ensuite, dans la foulée de cette déclaration de la Sorbonne, où étaient présents la France, l'Angleterre, l'Italie et l'Allemagne, si je ne me trompe pas, dans la foulée de cette déclaration, il y avait eu ensuite le processus de Bologne, donc de construction d'un espace européen de l'enseignement supérieur qui avait été lancé l'année suivante en 99. Alors, avant de revenir un peu plus longuement sur cette conception néolibérale qui est la cible centrale en fait du livre, je voudrais évidemment signaler que c'est le livre d'un collectif qui réunit des économistes et des sociologues, qui donc effectivement s'appelle « Arrêtons les frais pour un enseignement supérieur gratuit et émancipateur ». Alors je vais essayer de ne pas être trop long, donc je vais passer certains trucs. D'une certaine manière, ce livre, c'est plusieurs choses. C'est à la fois de la contre-expertise, une sorte de contre-argumentation qui vise d'une certaine manière à prendre au sérieux, et je pense que assez souvent on ne le fait pas suffisamment, mais prendre au sérieux les arguments adverses, les arguments néolibéraux sur l'école, sur l'éducation, de les démonter, de montrer qu'y compris ils sont faibles, qu'on ne peut pas trouver de fondement assez souvent à ce type d'arguments, même la quasi-totalité du temps. Par ailleurs, on retrace aussi la genèse
l'histoire de cette idéologie néolibérale en matière d'éducation, par quelles institutions elle est passée, notamment les institutions internationales, l'OCDE, l'UNESCO, etc. La Banque mondiale notamment, qui a eu un rôle important dans la diffusion d'une certaine conception de l'éducation, notamment comme investissement pour les individus, un investissement en capital humain qu'on va ensuite monnayer sur le marché du travail, et pour les États comme investissement pour le futur de l'économie, etc. Tout le discours mainstream que vous connaissez. Par ailleurs, ça contient aussi un chapitre qui décrit des expérimentations néolibérales dans d'autres pays et des résistances à ces expérimentations, donc à l'imposition de réformes qui notamment ont consisté à accroître très fortement les frais d'inscription. Alors, il y a deux exemples qu'on utilise sur la question de l'expérimentation néolibérale, c'est l'Angleterre, qui est à mon avis l'exemple le plus intéressant pour nous en France, en réalité le Royaume-Uni, dans les 15 dernières années, disons, à partir du gouvernement Blair à la fin des années 90. Alors, je retrace pour vous montrer à quel point d'ailleurs la logique est similaire. C'est un gouvernement de centre-gauche, bon, disons, qui donc en 98 a commencé pour un enseignement supérieur qui était complètement gratuit auparavant à instaurer des frais d'inscription à 1000 livres. Bon. Ensuite, en 2004, ils ont été élevés à 3000 livres, plafonnés à 3000 livres, et en 2010, la droite, conservateurs et libéraux, c'est plus le Labour, mais a poussé à 9000 livres, c'est-à-dire 11 000 euros, le plafonnement des frais d'inscription. Donc en à peine 15 ans, même pas, une douzaine d'années, on est passé d'un enseignement supérieur complètement gratuit à un enseignement supérieur. Alors, je laisse de côté les formations privées qui étaient payantes, mais je parle du public, à un enseignement supérieur qui est en fait relativement cher, qui l'est nettement moins que les formations aux États-Unis, mais qui est extrêmement, malgré tout, extrêmement coûteux. Voilà, donc le livre, par ailleurs, alors, il y a deux cas sur les résistances, le Québec, vous avez sans doute entendu parler, et le Chili. Où dans les deux cas, sous des formes différentes, il y a eu de très larges mouvements étudiants, mais pas seulement, mais c'est la condition, on pourra peut-être y revenir, mais la condition pour lutter, pour y compris gagner, ou plutôt enrayer des processus, parce que pour gagner, il faudrait évidemment instaurer un rapport de force d'une toute autre ampleur, on pourra aussi en discuter, mais en tout cas pour enrayer le processus qui va vers la marchandisation, et notamment sous la forme de l'élévation, voire le déplafonnement total, la libéralisation totale, la liberté donnée aux universités de fixer leurs frais d'inscription. Il faut d'abord un mouvement étudiant radical, de masse, etc., qui noue des liens ensuite, ça a été le cas au Chili, au Québec, avec le mouvement syndical et par ailleurs le mouvement étudiant qui noue des liens aussi avec les personnels enseignants ou non enseignants dans les universités. Mais donc les cas aussi du Chili et du Québec sont décrits dans ce livre. Et puis peut-être un chapitre, alors là ça sort peut-être plus encore de l'ordinaire de ce qu'on fait au NPA assez souvent, on l'a dit à tort, c'est un chapitre de propositions. Alors on pourra discuter justement du type de démarche dans lequel ça peut s'inscrire. Moi je l'inscrirais dans une démarche de type transitoire assez classique pour nous. C'est pas comme ça exactement que c'est décrit dans le livre, parce que il n'y a pas que dans les auteurs et les co-auteurs des gens qui raisonnent en termes de démarche transitoire, mais en tout cas un certain nombre de propositions assez développées, disons, plus développées que souvent ce qu'on fait en général au NPA, où on insiste plus sur les résistances, et c'est important, mais où on propose une série de choses pour ce qu'on a appelé une éducation par répartition, avec l'analogie, disons, avec les retraites par répartition versus les retraites par capitalisation, où on oppose une éducation par répartition à une éducation par, d'une certaine manière, capitalisation. Voilà. Alors, effectivement, je crois que Laurent l'a dit, la raison pour laquelle on s'est mis à travailler là-dessus, il y a quelques années, à quelques-uns, d'ailleurs, une grande partie, en fait, quand même, sont des militants, je crois que 4 des co-auteurs sont... Je ne peut-être pas le dire, parce que c'est filmé, mais non, je ne vais pas le dire du coup. Mais la raison pour laquelle on s'est mis à travailler là-dessus, c'est qu'on s'est dit effectivement, quelques années, qu'il y avait une sorte de centralité, alors tactique ou stratégique, du point de vue des classes dominantes, à amener cette question dans les années futures. Bon, pour une raison assez simple, c'est que le couronnement de la politique d'autonomisation des universités, c'est la liberté. Alors, sans doute que les élites politiques ne le font pas sous cette forme-là de manière brutale et rapide, mais à terme, le déplafonnement total des frais d'inscription, c'est-à-dire la liberté, je l'ai dit tout à l'heure, pour chaque université de fixer comme elle l'entend les frais d'inscription, et donc de ne plus avoir une régulation, y compris de ne plus avoir un enseignement supérieur qui reste, au regard des normes internationales, peu cher en France.
Donc une neutralité tactique parce que, pour les classes dominantes, parce que ce serait le couronnement d'une quinzaine d'années de politique de marchandisation de l'enseignement supérieur, et que ça couronnerait ce mouvement de réforme néolibérale. Alors, bon, je vais essayer de ne pas parler trop longtemps. Alors, la particularité on a d'abord essayé, je l'ai dit tout à l'heure, de déconstruire le discours néolibéral. Alors, une première chose qu'on peut dire, c'est que la particularité du discours qui vise à justifier l'augmentation des frais d'inscription, c'est qu'il se présente comme, il se présente comme un moyen de sauver l'université publique. Hein, de la même manière que toutes les politiques qui ont conduit à détruire pas à pas la sécurité sociale se sont toujours présentées comme des politiques qui visaient à préserver le modèle social français, la sécu, etc. Hein, on a une transformation néolibérale qui se masque derrière la rhétorique d'une université qui serait aux abois, qui serait mise en péril par ses archaïsmes profonds, qui par ailleurs parfois sont tout à fait réels. Notamment, mais dans l'argumentation des néolibéraux, le principal archaïsme qui est la cible de leur discours, c'est l'archaïsme d'un enseignement supérieur financé par l'impôt, donc par l'État, et non pas par exemple les frais d'inscription ou le mécénat privé, les anciens étudiants fortunés qui donnent à des fondations qui financent les établissements, etc. Et donc une université qu'il s'agirait de moderniser. Or, évidemment, vous le savez, modernité rime toujours dans le discours néolibéral avec l'introduction partielle ou totale, ou partielle puis totale, d'un financement privé, mais peut-être surtout dans la sphère éducative, par l'imposition comme mode de régulation interne de la concurrence, du principe de concurrence marchande, de transformer l'éducation, le diplôme, le savoir en bien marchand, monnayable, et qui a une valeur, qui a un prix, donc d'instaurer ici, y compris un prix de marché. Hein, les frais d'inscription ne seraient finalement d'une certaine manière qu'un prix de marché pour l'éducation, pour le savoir, etc. D'ailleurs, en réalité, c'est parfois une erreur, ce que je disais tout à l'heure, je ne dirais peut-être pas exactement sous cette forme, parce qu'on peut très bien imaginer un système complètement mis en marché, complètement néolibéralisé d'une certaine manière, mais qui repose sur des financements publics. On peut très bien imaginer que dans l'enseignement secondaire, par exemple, quelque chose de très concurrentiel, où il n'y a plus de carte scolaire, où chaque famille met en concurrence les différents établissements, etc., tout le temps, et les établissements se faisant concurrence pour attirer les élèves les meilleurs, voire alors, dans un système financé par les frais, les élèves les plus solvables, qui viennent des familles les plus friquées, les plus favorisées, mais avec un financement public. On peut très bien imaginer ça, mais qui fonctionnerait intégralement selon une logique de concurrence. Bon. Alors le problème en matière d'enseignement supérieur, comme concernant la sécurité sociale, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que évidemment les remèdes qui sont proposés par les néolibéraux pour faire face à une série de problèmes qui sont, je l'ai dit, parfois tout à fait réels, notamment ils évoquent la question des inégalités, qu'ils ont découvert dans les 15-20 dernières années, c'est d'ailleurs tant mieux d'une certaine manière, mais les remèdes qu'ils proposent sont évidemment pires que le mal et ont toutes les chances d'achever le malade. Alors, je vais dire un peu rapidement en quoi consistent les arguments néolibéraux qu'on essaye de déconstruire. Il y en a trois principaux. Donc ça, c'est notamment le deuxième chapitre dans lequel on fait ça. On peut résumer à trois arguments. D'abord, augmenter les frais, ça permettrait, alors ça c'est évidemment pour des collègues, c'est un truc qu'on va entendre, alors voilà, ça parle peut-être moins aux étudiants, mais pour les collègues ça risque de leur parler. Augmenter les frais, ça permettrait d'inciter les étudiants à plus travailler, à être plus sérieux, à s'investir dans leurs études, etc. Bon. Deuxième argument, augmenter les frais, ça permettrait de répondre aux besoins de financement des universités, et évidemment on peut imaginer à quel point dans certaines universités qui sont quasi faillites, voire mises sous tutelle par l'État, à quel point ça va pouvoir parler à des collègues, voire aussi à des étudiants d'ailleurs. Et puis augmenter les frais, ça permettrait, et c'est un argument qui est souvent mis en avant par les néolibéraux, de rendre le financement de l'université plus juste, plus équitable que le financement par l'impôt. Alors bon, je vais aller assez rapidement dans la déconstruction de ces arguments, mais je vais le faire quand même. Alors d'abord, sur le premier, donc c'est ce qui permettrait de davantage faire en sorte que les étudiants soient motivés, s'investissent, etc. Bon, il n'est absolument pas prouvé, alors c'est pas mon contre-argument préféré, mais quand on prend au sérieux l'idée de déconstruire les arguments adverses, il faut quand même le faire. Mais
c'est absolument pas prouvé, y compris dans le système actuel, que les filières qui font payer le plus sont celles dans lesquelles les étudiants sont les plus investis sur les savoirs, qui sont dans les apprentissages, etc. Bon exemple, on a quelques études sociologiques là-dessus, c'est les écoles de commerce où on paye très cher, mais où globalement, d'ailleurs les étudiants ne sont pas forcément incités à s'investir particulièrement sur les apprentissages, on les incite davantage à notamment à nouer des liens avec les entreprises privées, s'investir dans ce genre dans des initiatives, y compris philanthropiques, etc. Notamment dans certaines écoles comme l'ESSEC, c'est très valorisé, mais c'est pas tellement les savoirs. À l'inverse, vous avez des filières qui sont totalement gratuites jusqu'à une période récente, qui étaient totalement gratuites, qui étaient les classes préparatoires, dans lesquelles, pour plein de raisons qu'on peut expliquer pareil, les élèves étaient, pour leur majorité, très investis sur les savoirs. Mais là encore, c'est donc pas tellement en soi le fait qu'il y ait des frais d'inscription très chers qui fait que les étudiants sont particulièrement incités à s'investir dans leurs études et dans les apprentissages, etc. Ce qui apparaît plus clair, et il y a toujours un revers en fait de truc, la face sombre en fait de l'argument qui n'est jamais mentionné par les néolibéraux, là ici, c'est que l'instauration de frais d'inscription élevés, c'est d'abord et avant tout un levier de disciplinarisation des étudiants, que ce soit au moment de leur choix d'orientation, y compris c'est une manière douce d'imposer des sortes de désinvestissement de l'État sur toute une série de filières dont il ne veut plus parce qu'il les considère pas tellement pas importantes d'un point de vue strictement ou étroitement économique. Bon. Donc voilà, ce sera un moyen de faire ça. Donc une disciplinarisation dans les choix d'orientation. Pourquoi s'investir dans une filière qui est en plus qui est très chère et qui en plus on ne sait pas si elle va rapporter au final, mais aussi une forme de disciplinarisation tout au long des carrières professionnelles. Bon, si vous êtes endetté auprès d'une banque, comme c'est le cas de énormément d'étudiants états-uniens pour des années et des années, vous allez effectivement, vous allez peut-être vous y repenser à 2 fois pour éventuellement vous investir dans un mouvement de grève dans votre entreprise si vous avez à rembourser chaque mois des mensualités importantes liées à votre prêt que vous avez fait pour financer vos études. Bon, c'est tout à fait analogue à l'effet que peut avoir pour des collègues le fait d'avoir un prêt pour la maison ou l'appartement, etc. D'ailleurs, il y a des études qui essayent d'ailleurs de chiffrer ça statistiquement, l'effet spécifique du fait pour les salariés d'être propriétaires de leur logement et donc d'avoir un prêt à rembourser chaque mois dans la combativité, la conflictualité sociale, etc. C'est à mon avis pas négligeable, et d'ailleurs ça a été en partie une stratégie des classes dominantes dans les 30 ou 40 dernières années de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens d'inciter les gens à être propriétaires de leur appartement et donc de contracter des prêts bancaires pour financer un achat d'habitation. Alors, dans cette idée de disciplinarisation, les néolibéraux parfois la mentionnent un peu clairement. Alors, vous avez par exemple un journaliste australien, néo-zélandais, qui dit la chose suivante: le fardeau de l'endettement étudiant oblige les étudiants à apprendre de douloureuses leçons à propos de l'argent. Bon. Au moins c'est assez clair, c'est relativement plus clair dans la bouche d'un journaliste évidemment que dans celle d'un économiste, puisque dans celle d'un économiste, ça va donner « il est primordial qu'un acteur internalise le coût social d'une erreur d'orientation ». Ça c'est des mots de Alain Tranois, donc c'est vraiment l'un des économistes qui a le plus pignon sur rue sur ces questions-là, qui a le plus écrit pour justifier et pour donner vraiment des fondements scientifiques, et y compris sous une forme absolument absconce, qui est une forme très mathématisée sur la base de modèles économétriques qui visent à justifier ce type de politique. Mais bon, voilà, on peut tout à fait déconstruire, y compris les hypothèses sur lesquelles travaillent ces gens-là, au-delà des modèles mathématiques qui paraissent compliqués, quoi. Donc vraiment ici, l'idée c'est de mettre en place un mécanisme de disciplinarisation, et il y a un autre argument qu'utilise notamment Alain Tranois, ces 2 auteurs qui sont les principaux introducteurs des arguments néolibéraux en France, lui et un autre qui s'appelle, j'aime bien son nom, Gary Bobo, c'est pas de chance mais bon, peu importe, et qui explique que grosso modo dans leurs études que un deuxième avantage, d'une certaine manière latent des frais d'inscription, mais ils le disent assez explicitement, c'est que ça va permettre de sélectionner sans le dire les étudiants qui sont les plus faibles. Et en réalité, on sait très bien, quiconque a fait un tout petit peu de sociologie d'éducation, sait très bien que ce sera les étudiants, non pas simplement les plus faibles, mais les étudiants issus des milieux les plus défavorisés ou des milieux populaires qui s'auto-excluront des études supérieures, ou notamment d'une série de filières dont les bénéfices leur paraîtront relativement aléatoires. Et donc, par exemple, dans le système français, ça donnera une incitation très forte à aller vers des filières professionnelles courtes,
un BTS par exemple à la sortie du bac plutôt que une filière, je sais pas, de lettres et sciences humaines par hasard, ou une filière mathématiques ou physique à l'université. Voilà. Bon, donc c'est cette idée de disciplinarisation, pas seulement des choix d'orientation, mais des conduites en général, y compris après les études. Deuxième argument, c'est celui qui prétend que ça permettra de répondre aux besoins de financement des universités. Alors, on sait très bien qu'il y a une série d'universités qui ont de grandes difficultés en lien, qui sont en partie, c'est une forme de mise en faillite. La politique d'autonomisation des universités a fonctionné comme une, à terme, à moyen terme, en fait en réalité très rapidement. La LRU date de l'été 2007, donc c'est très rapidement, il y a des universités qui se sont retrouvées en grande difficulté financière. Donc le second argument, c'est que ça va permettre d'augmenter les financements. Le problème, quand on n'est pas dans le ciel des idées et que voilà, qu'on regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays, et l'avantage c'est malheureusement pour d'autres pays, mais que pour nous c'est qu'on peut regarder justement, et y compris on pourra argumenter si le cas se présente, à mon avis il se présentera dans les années futures, c'est-à-dire de tentatives gouvernementales d'augmenter les frais, mais on pourra argumenter sur le fait, sur ces cas qu'on connaît. Alors, notamment le cas britannique, il est intéressant, parce que ce qui se passe, c'est pas que les frais d'inscription ajoutent des ressources au financement d'État, au financement public fondé sur l'impôt. Ce qui se passe, c'est que les frais d'inscription, le surcroît de ressources liées aux frais d'inscription plus élevés, vient se substituer au financement d'État. Donc les universités ne sont pas en réalité plus dotées dans les systèmes qui passent à des frais d'inscription élevés, mais on voit un jeu de balancier entre des financements de fait privés et donc les frais d'inscription élevés, qui, j'insiste, c'est en fait en réalité, on introduit les banques presque indirectement dans le financement des universités, avec y compris tous les problèmes que ça pose en termes de volatilité, parce que pendant la crise financière, il y a toute une série d'universités aux États-Unis qui ont été mises en extrême difficulté, pour ne pas dire en faillite, par le chaos qui avait été engendré sur les marchés financiers à ce moment-là, quoi. Alors, pour donner des chiffres, pour montrer justement que, en vrai, pour que ce soit une logique d'ajout de ressources pour les universités, il faudrait que les financements publics restent au même niveau, grosso modo, quoi. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde ? Simplement entre 2005 et 2010, je ne parle même pas entre le début du processus en Royaume-Uni en 98, je l'ai dit jusqu'en 2010, mais entre 2005 et 2010, les financements publics destinés à l'enseignement supérieur sont passés de 10,8 milliards à 4,7 milliards. Et donc ils ont baissé de 6 milliards, qu'ils étaient simplement de 11 milliards au départ. Voilà, donc on a une baisse clairement qui est massive des crédits publics, et donc un changement du mode de financement de l'enseignement supérieur. Alors là encore il y a un revers, c'est que l'effet le plus immédiat de cette politique-là, c'est, et vous l'avez sans doute anticipé, c'est que ça ne peut qu'accroître les inégalités de dotation entre établissements et in fine les inégalités déjà importantes dans le système français, mais plutôt entre filières d'ailleurs qu'entre universités, même s'il y a déjà des inégalités entre universités, mais c'est plutôt entre filières que ça se joue en France, entre les classes prépa. Je crois que le chiffre qu'on donne et qu'on avait trouvé, c'est 14 000 € par an que coûte un élève de prépa à l'État, contre 8 000 pour un étudiant de master à l'université, un étudiant de licence à l'université, donc quasiment le double. Donc il y a déjà des inégalités de dotation, et ça ne peut qu'accroître les inégalités de dotation entre établissements qui vont accueillir et cibler et pouvoir accueillir des étudiants argentés, des étudiants venant de milieux favorisés, et puis les établissements qui, notamment en région davantage, de villes moyennes, qui accueilleront des publics beaucoup moins favorisés. Donc le deuxième argument, c'était celui-là. Le troisième argument, c'est sans doute le mensonge le plus éhonté, notamment parce que ça renvoie à une préoccupation qui est radicalement étrangère au logiciel néolibéral, c'est de dire, et en plus, ça va résoudre en partie le problème des inégalités, ou ça s'attaque à un certain nombre d'inégalités liées au fait que dans le système actuel, on ferait financer un bien privé, un bien qui ne bénéficie qu'à une petite partie de la population, à savoir donc les études,
Alors, bon, pourquoi c'est d'abord comment on peut déconstruire cet argument? Il y a quelque chose de très simple, moi ça apparu à bout d'un moment, mais on commence la conclusion comme ça. Ça n'a jamais choqué personne dans les années 50-60 que les études soient quasi gratuites en France. Or, à ce moment-là, c'était 5% de la population, presque intégralement et presque exclusivement, même pour être plus précis, issus des milieux favorisés, des milieux les plus favorisés, quoi. De la même manière, jusqu'à une période tout à fait récente, c'est-à-dire en gros jusqu'aux 5-6 dernières années, on n'avait aucun discours public de personne sur la gratuité des classes préparatoires, dont on sait évidemment qu'elles accueillent essentiellement, en grande majorité, des élèves issus de milieux favorisés, des enfants de cadre supérieur, des enfants de bourgeois, des enfants de parents qui exercent des professions libérales, etc. Avec une petite minorité d'enfants de milieux populaires. Donc déjà, on peut pointer une forme d'hypocrisie de la part, dans ce discours public. Voilà. Alors, il y a autre chose qu'on peut dire, c'est le fait que, effectivement, l'enseignement supérieur n'accueille pas tous les élèves, alors qu'il est financé effectivement par la collectivité, mais on n'est plus dans la situation justement dans les années 50 où il y avait seulement 5% d'une classe d'âge qui accédait à l'enseignement supérieur. On n'est même plus dans la situation des années 80, du début des années 80, où c'était 25%. Aujourd'hui, on est plutôt entre 70 et 80% d'une classe d'âge qui accède à l'enseignement supérieur sous toutes ses formes. D'accord ? Donc une autre manière de répondre, c'est de dire, peut-être que effectivement, d'ailleurs, peut-être que vous auriez dû faire ça et y penser dans les années 50 où effectivement c'était un bien. En réalité, si tout se passe comme si ça ne gênait personne à partir du moment où l'enseignement supérieur ne visait qu'à former les futures élites éclairées, en réalité à homogénéiser idéologiquement, politiquement les futures élites, par ailleurs aussi à leur donner une formation scientifique, juridique, etc. Et ça ne gênait personne à partir de ce moment-là. Mais il y a une véritable, et je pense qu'on peut le retrouver malheureusement, là encore, si on anticipe les mouvements dans lesquels peut-être on va se retrouver, ou en tout cas, espérons-le, les résistances, ça risque de parler à une série de collègues parce que chez des collègues à l'université, il y a une forme de panique morale qui s'est développée depuis quelques années autour des élèves qui viennent de filières qui ne sont pas des filières générales. Alors, majoritairement à l'université, c'est les filières technologiques, contrairement d'ailleurs à un espèce de mythe journalistique selon lequel il y aurait un afflux énorme d'élèves issus de bacs professionnels. C'est pas vrai. D'abord, il y a une grande partie des bacheliers professionnels qui ne vont pas dans l'enseignement supérieur, et la majorité de ceux qui le font vont d'abord en BTS, et c'est souvent d'ailleurs quand ils n'ont pas de place en BTS qu'ils se tournent vers l'université. Il y a des filières effectivement dans lesquelles on retrouve pas mal de bacheliers professionnels, par exemple la filière AES. Mais globalement, il n'y a pas ce type de choses. Et même s'il y avait un afflux par ailleurs de bacheliers professionnels, moi personnellement, je pense qu'il faudrait dire tant mieux. Tant mieux que des élèves qui sont pour le coup majoritairement issus de milieux populaires aient la chance de prolonger davantage leurs études que dans les classes d'âge antérieures. Donc bon, là, il y a évidemment un truc sur lequel il faudrait argumenter. Et puis, là encore, pour prendre l'idée de prendre au sérieux les arguments néolibéraux, bon, là, c'est pas moi et je serais peut-être pas le plus compétent, c'est pas moi qui ai écrit ce passage, mais je serais peut-être pas le plus compétent pour montrer ça. Mais on a pu montrer, les économistes de notre crew ont pu montrer que l'argument selon lequel c'est un financement inéquitable, anti-redistributif, parce que la collectivité paierait pour l'avantage d'une petite minorité, n'était même pas validé quand on regardait en fait les chiffres. L'argument, c'est de dire les 10% les plus riches payent de fait 12 fois plus en termes d'impôts que les 10% les plus pauvres et ne retirent, entre guillemets, disons, que 4 fois plus de dépenses publiques à leur bénéfice que les 10% les plus pauvres. Alors, par ailleurs, c'est 4 fois plus, c'est 4 fois trop. Pourquoi 4 fois plus pourquoi les enfants mieux favorisés bénéficient de 4 fois plus de dépenses publiques? D'abord parce que beaucoup plus font des études supérieures, c'est vrai, et en plus ils le font dans des filières qui coûtent beaucoup plus cher, notamment les classes préparatoires. Mais malgré tout, même sur le terrain de l'économie, disons, standard, néolibérale, en gros universitaire, académique, celle qui domine, c'est pas un argument qui est valide, et y compris il y a des économistes qui ne sont pas du tout des anti-libéraux, des anticapitalistes, qui ont pu le montrer dans une série d'articles que l'on cite dans ce bouquin. Alors, pour finir, sur l'aspect... juste pour finir sur cet argument, en vérité, il y a deux manières de rendre plus équitable le financement et de
casser cette logique où effectivement on peut avoir l'ensemble des gens qui financent par les impôts, par les taxes, qu'un bien qui serait plus favorable, qui serait accaparé par une minorité. Un, c'est de lutter véritablement dès le primaire contre les inégalités, donc faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui aillent dans l'enseignement supérieur. Et deux, alors non, il y en a même trois en fait. Deux, de faire en sorte que les filières soient dotées de la même manière. Bon, déjà, ça réduirait le caractère, comme ils disent, anti-redistributif du financement par l'impôt, par la collectivité de l'enseignement supérieur. Et trois, c'est de rendre l'impôt lui-même aussi plus progressif. Bon, donc même si on reste sur le terrain, disons, plutôt on va dire réformiste radical, disons, on peut très bien rétorquer à une série de choses tout à fait de bon sens à ces arguments-là. Au-delà de ça, nous on fait une série de propositions dans ce livre, et en fait on n'invente pas, c'est comment l'expression, on n'invente pas la poudre. Oui, je suis nul en expression. On a repris une série de choses qui sont développées par le mouvement notamment étudiant depuis très longtemps. Par exemple, l'idée d'allocation universelle d'autonomie. Et ce qu'on a essayé de faire, en bénéficiant des compétences de nos camarades économistes, c'est de chiffrer et de voir comment ça pourrait être financé concrètement. L'idée étant pas de donner un modèle de financement clé en main, mais de montrer, en gros, contre les idées qui souvent sont répandues parmi nos collègues ou nos camarades étudiants, c'est à savoir que ce ne serait pas possible en soi. Bon. Les sommes, en fait, elles ne sont pas extravagantes. Elles sont importantes. Par exemple, pour financer l'allocation universelle d'autonomie, on a mesuré à partir du nombre d'étudiants qui sont aujourd'hui présents dans les universités, etc., que ça coûterait... que ça coûterait par an pour une allocation universelle d'autonomie chiffrée, alors là encore c'est arbitraire, hein, mais à peu près 1000 euros, ça coûterait 24 milliards d'euros. Bon. Alors l'argument évidemment qu'on donne pour, c'est un chiffre, c'est une somme qui n'est pas du tout anodine non plus, mais non seulement vous savez combien de milliards d'euros ont été alloués ces dernières années au patronat sans aucune contrepartie en termes d'emploi, etc. On sait combien de milliards d'euros s'échappent via les structures d'évasion fiscale, en gros tolérées par les gouvernements. On sait par ailleurs les sommes non perçues de fait par l'État, par la baisse de l'imposition des plus riches et des entreprises depuis une trentaine d'années. Donc c'est absolument pas une somme extravagante pour financer les études et pour faire en sorte que les étudiants puissent se consacrer intégralement à leurs études. L'autre chose qu'on a chiffrée, c'est combien coûterait à la puissance publique le fait de financer à la même hauteur les universités et les classes préparatoires. 5 milliards d'euros. Bon. Donc, par ailleurs, il faut retirer dans l'allocation universelle d'autonomie, dans les frais, que ça coûterait d'une certaine manière à l'État, les 5 milliards d'aides qui existent aujourd'hui et qui de fait seraient supprimées parce que seraient remplacées de fait par l'allocation universelle d'autonomie. Donc en tout, en fait, ça fait à peu près 24 milliards. Donc, nous, ce qu'on propose, alors que les universités restent financées par l'impôt et qu'on augmente, en l'occurrence, c'est quoi le chiffre qu'on a donné ? Par exemple, les taux marginaux d'imposition sur le revenu, une augmentation de 7%, ça rapporterait 5 milliards d'euros. En concentrant l'augmentation sur les hauts revenus, ça les ferait passer la dernière tranche de 41% à 43,9%, ce qui par ailleurs serait là encore bien moins élevé que ce que ça a pu être, aussi bien en France, mais dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, où la tranche supérieure de l'impôt était extrêmement forte jusqu'aux années 80. Pour l'allocation universelle d'autonomie, on propose, et peut-être que je ne sais pas ceux qui ont été sur l'atelier média se rappellent, mais que c'est ce qui est proposé aussi par les gens du Mon Diplôme, mais de passer par la cotisation sociale et de passer notamment par la branche famille. Et on montre que ça correspond à peu près, alors, peu importe au final, je vais y arriver, à un accroissement de 3,1 points des cotisations patronales pour financer les 19 milliards d'euros nécessaires au financement de l'allocation universelle d'autonomie. Bon, au-delà de ces chiffres qui visent à, d'une certaine manière, crédibiliser, et moi je n'ai pas honte de le dire, les propositions qu'on avance, au-delà de ça, ce qu'on essaie de proposer, c'est en fait de montrer que derrière la rhétorique très technique sur ces questions de financement, il y a de véritables choix politiques, que c'est pas du tout ça découle, le fait de rien faire, de ne pas par exemple mettre en place une allocation universelle d'autonomie, ça n'a rien à voir avec un problème
de financement qui se poserait à l'État, qui serait incapable de mettre en place ce type d'allocation, mais c'est un choix politique, y compris donc le choix de laisser les étudiants avoir à travailler pendant leurs études et du coup de réduire leurs chances de réussite, etc. Et plus encore, montrer que la mise en faillite des universités et que le pourrissement de la situation sont aussi une manière de prendre parti pour la transformation néolibérale de l'enseignement supérieur. Puisque quand la situation sera intenable, il sera facile pour le gouvernement actuel ou pour le futur gouvernement de justifier l'élévation des frais d'inscription au nom de l'urgence qu'il y a à refinancer, à trouver de nouveaux modes de financement, etc. Donc c'est toute cette logique qu'on a essayé de déconstruire dans le livre, en avançant nos propres objectifs, notre propre projet politique d'une éducation gratuite. Alors, peut-être qu'on peut le dire dans le débat et que du coup, je vais précéder une question qui aurait pu être posée. J'expliquerai peut-être pourquoi on ne l'aborde pas, mais il y a des débats qu'on n'aborde pas sur le type d'enseignement supérieur que l'on préconise, notamment parce que ça faisait en partie clivage entre nous, et notamment est-ce qu'on est pour une université sous une forme, disons, une université unifiée, plutôt que mosaïque de filières, etc. Bon, je pense que vous avez compris implicitement pourquoi j'étais, je pense, ou pas d'ailleurs, mais plutôt pour une université publique globalement unifiée, plutôt que, voilà, notamment, la question elle se pose par exemple sur les classes préparatoires. Est-ce qu'on maintient ce type de filière qui de fait occupe une fonction spécifique dans le système actuel, de formation, de production, d'homogénéisation des élites futures? Moi je pense qu'évidemment il faut plutôt évidemment supprimer ce type de filière. Mais bon voilà, donc l'idée c'est de, à travers ça, de montrer, d'avancer notre propre projet politique d'une éducation et d'une société libérée de la concurrence et de la marchandisation comme unique horizon.